Il ne faut pas être passéiste, ni réactionnaire, ni restaurateur, puisque le passé des derniers siècles a généré la vérole qui nous ronge aujourd'hui. Il s'agit bien plutôt de redevenir archaïque et ancestral, tout en repensant un futur qui ne soit plus le simple prolongement du présent. Contre le modernisme, le futurisme. Contre le passéisme, l'archaïsme. La modernité échoue, elle s'écroule, et ce sont ces sectateurs qui sont les véritables réactionnaires. Faut-il être progressiste ou réactionnaire? Quelle attitude adopter en effet face aux délires et aux dérives de l'utopie égalitaire et aux folies du monde moderne? En réalité, aucune des deux, à en croire Guillaume Fay, pour qui cette opposition binaire appartient au passé et doit être rejetée dans les poubelles de l'histoire. En effet, je voudrais vous présenter aujourd'hui, dans cette première vidéo, un concept que je juge extrêmement stimulant et novateur, forgé par le penseur Guillaume Fay, précisément pour dépasser ces deux attitudes mentales et proposer une voie nouvelle, à savoir l'archéofuturisme. Mais avant, quelques mots sur l'auteur. À ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Guillaume Fay, eh bien, sachez que Guillaume Fay est un auteur relativement sulfureux. Il n'est en effet pas en odeur de sainteté auprès de la cléricature intellectuelle contemporaine, mais après tout, pourquoi pas, c'est peut-être un gage de bonne qualité. Il a commencé son parcours intellectuel dans le giron de ce mouvement qu'on a appelé la Nouvelle Droite, et s'est fait connaître par des publications et un livre important, notamment, qui s'appelle « Le système a tué les peuples ». Par la suite, il se distanciera de ce mouvement, finira par le quitter vers la fin des années 80. Au fond, c'était un penseur atypique, inclassable, qui a mis sur la table toutes sortes d'idées neuves et de concepts étonnants, comme celui dont je vais vous parler aujourd'hui. En réalité, ce qui décrirait le mieux Guillaume Fay, à mon sens, ce serait de le définir comme un génial et véritable disciple de Nietzsche. Vous savez, beaucoup de gens se disent nietzschéens, beaucoup de philosophes en herbe notamment. Il y a en effet chez ce philosophe quelque chose de profondément séduisant. On trouve chez lui des réflexions d'une très grande profondeur, un style magnifique et altier, et surtout une aura de rebelle, qui explique très certainement le prestige qu'il exerce auprès des jeunes gens inexpérimentés. Mais au fond, combien sont-ils les vrais Nietzschéens, ceux qui, possédés par le même esprit, souhaitent opérer une rupture avec tous les platonismes ambiants, avec ces idées toutes faites, avec les idoles du temps, qui veulent opérer un geste rupturaliste en somme, car s'il en fut un, Nietzsche fut le penseur de la rupture par excellence. Être réellement nietzschéen, ce n'est pas ânonner sans fin les paroles du maître ou faire de belles citations dans les dîners mondains. Non, ceux qui se contentent de ça parlent d'éclairs bien plus qu'ils ne foudroient. Être réellement nietzschéen consiste bien plutôt à briser les idoles du temps et à ouvrir de nouveaux chemins. Ce que fit Fay précisément, qui ne se contenta jamais de répéter simplement les mots qu'il avait lus, mais préférait créer ses propres concepts et proposer des électrochocs idéologiques, des idéochocs comme il aimait à les appeler, en ne reculant pas devant l'invention de néologismes audacieux. De fait, Fay avait l'intuition que seule une pensée radicale pouvait être féconde, radicale au sens de ce qui va à la racine des choses, que seule une pensée radicale, disais-je, était capable de créer des concepts audacieux pouvant bousculer l'ordre idéologique et hégémonique contemporain, qu'elle seule pouvait rompre en somme avec le ronron dominant. Ainsi, en 1998, Guillaume Fay sort un de ses livres les plus novateurs à mon sens, à savoir l'archéofuturisme. Je ne vais évidemment pas m'attacher à décrire tout le contenu de l'ouvrage, ce serait beaucoup trop long, c'est un livre extrêmement riche, foisonnant d'idées concrètes d'ailleurs. En fait, je vais simplement m'attacher à vous faire un bref résumé de ce qu'il entend par ce concept d'archéofuturisme, qui me paraît assez pertinent de faire découvrir. Comme je vous le disais, la querelle entre réactionnaires et progressistes, traditionalistes et modernistes est devenue stérile. Pour faire face aux défis de notre temps, il ne faut être ni l'un ni l'autre, dit Guillaume Fay, mais bien plutôt archéofuturiste. Mais qu'entend-il par là? Qu'entend-il par ce mot étrange qui semble tout droit sorti d'un univers d'heroic fantasy? Pour le comprendre, analysons chacune de ces parties séparément, archaïsme et futurisme. Archaïque possède aujourd'hui une connotation assez négative. Mais pour comprendre ce mot, et en comprendre le sens positif et réel, reportons-nous à l'étymologie d'abord. Archaïque provient du mot grec arché, qui signifie la fondation, c'est-à-dire ce à partir de quoi on construit, mais aussi le commencement, l'impulsion créatrice. Vous connaissez tous sans doute ce premier verset de l'Évangile selon saint Jean, « Au commencement était le Verbe, en arché en ho logos ». C'est au fond ce qui est créateur et immuable
en référence à la notion d'ordre. Est archaïque celui qui remonte à la source primordiale, en deçà de toute construction ultérieure, qui remonte aux lois immuables de la vie, en somme. Mais attention, archaïque ne signifie nullement passéiste ni réactionnaire. En effet, est réactionnaire, comme son nom l'indique, celui qui réagit face à un événement nouveau, face à une innovation, en voulant revenir à un état antérieur, à un état précédent le changement. On peut penser par exemple à ces aristocrates français qui ont réagi à la Révolution française en souhaitant une restauration. Mais au fond, leur erreur, c'est qu'ils souhaitaient la restauration d'un état, d'une période qui a accouché des problèmes qu'ils constituaient ensuite. C'est pourquoi on a pu dire de ces fameux aristocrates qu'ils n'avaient rien oublié et rien compris. C'est ici au fond toute l'erreur des réactionnaires qui ne comprennent pas le sens de l'histoire et souhaitent simplement revenir à un état antérieur figé, sans évolution ni révolution. Or, toute régression historique, en plus d'être impossible évidemment, est absurde logiquement, puisqu'elle ne vise qu'à restaurer un état historique inéluctablement tendu vers sa propre décadence. Ainsi donc, archaïsme n'est pas réaction. Mais l'archaïsme est-il un traditionnalisme? Oui et non en fait, selon la définition qu'on donnera à ce terme. Tradition signifie transmission, mais il ne s'agit pas de transmettre tout et n'importe quoi. Il convient de rejeter certaines traditions, comme les traditions égalitaristes et universalistes par exemple, ou celles qui demeurent figées dans un immobilisme passif et démoralisant. En vérité, il convient de ne choisir que les valeurs positives d'une tradition, de ne retenir que celles du vrai, du beau et du bien, et d'expurger tout ce qui est nuisible, car les traditions sont faites pour être expurgées, épongées et sélectionnées. En fait, cette conception de la tradition, telle qu'elle est exprimée par Guillaume Fay dans son livre, me fait beaucoup songer à cette magnifique citation de Charles Maurras, beaucoup moins réactionnaire qu'on le croit habituellement, qui résumait très bien cette position en disant ceci: la critique est illuminée par les feux continus de la tradition. Mais nulle tradition n'est pure ni sûre sans critique préalable. Plus celle-ci, raisonnable, juste, énergique, fera place nette, en s'appliquant à ne détruire qu'absurdités et injustices, mieux elle permettra mouvement, action et progrès. En fait, si Fay insiste autant sur la notion d'archaïque, c'est que la plupart des enjeux qui agitent aujourd'hui le monde contemporain et qui menacent l'utopie égalitaire sont déjà d'ordre archaïque, en ceci qu'ils nous replongent vers des questions immémoriales. Prenons le défi du fondamentalisme islamique, par exemple. Qui aurait pu croire, dans les années 50 ou 60, que nous devrions faire face à un obscurantisme religieux aussi croissant, que des professeurs d'école seraient décapités sur le sol français? La modernité, qui avait tout misé sur une émancipation progressive, continue et totale de l'esprit humain, reçoit aujourd'hui une volée de bois vert pour ses rêveries complètement déconnectées de la réalité. Mais il y a d'autres questions archaïques. On peut penser aux questions d'ordre géopolitique ou océanopolitique concernant les ressources rares, pétrolières, agricoles, halieutiques, etc. L'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 offre un autre bon exemple face aux puissances occidentales qui étaient complètement déconcertées et qui n'avaient que les mots de droit international à la bouche. On peut également songer, comme question archaïque, à celle du déclin complet de l'enseignement scolaire et vis-à-vis duquel les intellectuels égalitaristes adoptent comme d'habitude une posture de déni. En fait, la récurrence de ces questions archaïques et fondamentales est totalement mécomprise par la plupart des intellectuels et des universitaires modernes qui préfèrent se réfugier dans des dissertations sans fin à propos de questions comme le genre est-il lié au sexe biologique, faut-il accorder des droits aux plantes et autres sujets insignifiants de ce genre. Un peu à la manière de ces théologiens byzantins qui dissertaient sur la nature du sexe des anges alors que leur cité était en proie à la conquête ottomane. Ce qui caractérise en effet la modernité mourante, comme Fay l'a très bien vu, c'est cette propension à l'insignifiance, à cette façon de se réfugier dans des discours abstraits et abscons. L'intellectualisme est en effet aujourd'hui la seule réponse de ce mode de pensée stérile et passéiste qui est devenu la modernité, étant entendu bien sûr que l'intellectualisme est à l'intelligence ce que la masturbation est à l'amour. Être archaïque, en ce sens donc, c'est savoir se conformer à des valeurs de justice, des valeurs conformes à la nature humaine immémoriale, à l'origine de toute société humaine. Ces valeurs sont en effet justes
au sens des anciens Grecs, en ceci qu'elles prennent l'homme pour ce qu'il est, à savoir un zoon politikon, un animal politique, et non pour cet atome asexué, isolé et indifférencié, muni de pseudo-droits universels et imprescriptibles, qui n'en fait de réalité que dans le cerveau des théoriciens de chambre. Évidemment, l'idéologie contemporaine voit ces valeurs comme étant diaboliques, un peu à la manière, dit Faye, d'un patient, d'un paranoïaque, qui regarderait le psychiatre qui le soigne sous les traits du démon. Et pourtant, ce sont ces valeurs archaïques, anti-individualistes, qui permettent la réalisation de soi, la solidarité active et la paix sociale, alors que l'égalitarisme, du fait de ses contradictions internes, est en train de mener l'humanité à la barbarie et à la ruine. Néanmoins, l'archaïsme, cette référence aux valeurs éternelles, ne peut suffire selon Faye. Et c'est ainsi que nous en arrivons au deuxième terme de l'équation, à savoir le futurisme, que Faye voyait comme étant profondément ancré dans l'âme européenne. En effet, une des constantes de la mentalité européenne, que Spengler qualifiait de faustienne, en référence au personnage de Goethe, c'est son refus de l'immuable, de ce qui ne bouge pas. La mentalité européenne, loin de se satisfaire d'une forme unique et achevée, est expérimentatrice de formes. Le fond culturel européen est volontariste et vise à transformer le monde par la création d'empires, par les technosciences aujourd'hui, au moyen de grands projets en somme. L'âme européenne est marquée par une appétence pour le futur qui est au fond un signe de juvénilité. Dit comme ça, cela peut paraître un peu abstrait, mais je crois que l'art peut en illustrer le propos. L'art européen, par exemple, se caractérise, et peut-être l'un des seuls au monde à connaître ceci, l'art européen se caractérise par un constant renouvellement de ses formes, la répétition d'un modèle achevé y étant proscrite. Comparez-le avec l'art japonais, par exemple, qui célèbre la répétition et l'imitation. Les peintures d'Okusai, par exemple, au XIXe siècle, ressemblent étonnamment fort aux traits des peintures de Kano Masanobu au XVe siècle. L'art européen, lui, connaît un renouvellement constant, fait d'innovations destructrices en un sens. L'esprit de l'œuvre est immuable, c'est ce qu'on pourrait appeler le pôle archaïque, mais la forme, elle, doit constamment se renouveler et se réinventer, c'est le pôle futuriste. Ainsi, on peut prendre l'exemple, pour rester en peinture, du Gréco. Les œuvres du Gréco n'ont rien à voir avec celles de Fra Angelico au Moyen-Âge, ni avec celles d'Eugène Delacroix au XIXe siècle. Pour continuer l'analogie, en architecture, un temple antique n'a rien à voir avec une église romane, et une église romane n'a rien à voir avec une cathédrale gothique, ni avec une église baroque. L'essence du futurisme, en un mot, c'est d'architecturer l'avenir, de penser la civilisation comme une œuvre en mouvement, dirait Wagner, d'envisager le politique comme une mise en forme du peuple dans l'avenir, avec ses soucis constants de l'ambition, de la créativité, de l'indépendance et de la puissance. Néanmoins, le futurisme ne doit pas dégénérer en un désir de changement pour le changement, coupé de tout référent supérieur. Le futurisme doit donc impérativement se voir tempéré par l'archaïsme s'il ne veut dégénérer en un désir suicidaire. On pourrait donc dire en somme que l'archaïsme doit venir épurer le futurisme. Un projet futuriste doit se lancer sur des pistes qu'un mental néo-archaïque lui aura dressées. Et c'est ainsi que Faye en arrive à sa grande synthèse archéo-futuriste. Si vous êtes familier de l'œuvre de Nietzsche, vous connaissez certainement la célèbre opposition entre les dimensions dionysiaques et apolliniennes de l'œuvre d'art grec, telles qu'il les a théorisées dans son livre La naissance de la tragédie. L'apollinien représente l'ordre, l'harmonie, le rationnel, la mise en forme en un mot, tandis que le dionysiaque désigne l'un originel, cette force non maîtrisée et chaotique, insaisissable et fougueuse, et la réunion de ces deux opposés complémentaires étant à l'origine de toute œuvre d'art véritable. Eh bien, Faye reprend cette analogie pour l'appliquer à son concept d'archéofuturisme. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire en premier abord, chacun de ces deux termes, archaïsme et futurisme, est porteur de dimensions apolliniennes et dionysiaques tout à la fois. Le futurisme, par exemple, pôle futuriste, est apollinien par son projet rationnel et souverain de mise en forme du monde, mais il est également dionysiaque par sa mobilisation esthétique et romantique de la force pure. Le pôle archaïque, lui, est apollinien par sa référence à la sagesse et à l'ordre des choses humaines, mais il est également dionysiaque en ceci qu'il est tellurique, qu'il fait appel aux forces immémoriales et se fonde sur la fidélité de l'arché, du commencement. Il s'agit donc de penser ces deux pôles de façon complémentaire et non exclusive,
de substituer à la logique du ou bien celle du et. Le futurisme est en réalité le plus puissant des archaïsmes, mais un projet futuriste ne peut s'appliquer qu'en ayant recours à un archaïsme sur lequel il se fonde. Une fois encore, cela me fait songer à une citation de Charles Maurras qui disait « Il n'est pas de futurisme qu'un passéisme ardent n'est d'abord animé. Remplacez passéisme par archaïsme et vous aurez tout le propos de Guillaume Faye. » Le futurisme, en résumé, sera d'autant plus radical qu'il redeviendra archaïque, et l'archaïsme, lui, sera d'autant plus radical qu'il redeviendra futuriste. Il s'agit donc non pas de penser ces deux termes en opposition stérile, comme le feraient les réactionnaires et les progressistes, mais de les penser comme deux termes d'une antinomie féconde dont l'équilibre produit le sublime. Pour donner une image, dit Faye, il s'agit de réconcilier Evola et Marinetti. De là naît un paradoxe. L'archéofuturisme récuse toute idée de progrès, au sens d'un progrès linéaire, continu et sans limite. La modernité égalitaire, en effet, avait adopté une vision linéaire, ascendante, eschatologique et sotériologique de l'histoire. En d'autres termes, elle concevait l'histoire comme une flèche ascendante allant toujours vers le meilleur. A l'inverse, des penseurs traditionalistes, comme Julius Evola, opposaient le schéma contraire, à savoir celui d'une flèche descendante, linéaire également, partant d'un âge d'or hypothétique, mythique, et sombrant dans l'âge des ténèbres que les hindous appellent le Kali Yuga. Il va sans dire que l'archéofuturisme rejette ces deux visions de l'histoire d'un seul et même mouvement. On peut également citer la vision cyclique de l'histoire, fataliste et répétitive, telle que l'expriment de nombreuses sociétés traditionnelles, souvent non européennes d'ailleurs. Mais Guillaume Faye, à la suite de Nietzsche, fait une proposition bien plus audacieuse. Concevoir l'histoire, non comme une flèche, ni comme un cercle, mais comme une sphère. Une sphère qui roulerait soit de manière chaotique, soit mue par la volonté bien qu'imparfaite d'un des joueurs de billard. Fatalement, au bout de plusieurs rotations, le même point de la sphère se retrouvera à nouveau au contact du tapis. C'est ce qui s'appelle le retour de l'identique, et non du même. Pourquoi cette différence ? Bien simplement parce que la boule, elle, ne sera plus au même endroit, elle sera dans un lieu différent. Il y a donc retour d'une situation comparable, mais dans un lieu différent. Ainsi, si on applique cette image de la boule de billard à la vision de l'histoire archéofuturiste, le retour des valeurs archaïques ne doit pas se concevoir comme un retour cyclique du passé, mais comme la réémergence de configurations sociales archaïques dans un contexte inédit. Autrement dit, l'application de très anciennes solutions à des problèmes nouveaux. En conclusion, je terminerai par 3 points de nature philosophique. Tout d'abord, l'archéofuturisme est à distinguer de l'habituel traditionnalisme par l'analyse différente qu'il a des technosciences et de la technique en général. Cette dernière ne doit absolument pas être diabolisée, car elle n'est par essence pas liée à la modernité égalitaire. En effet, il est bien plus traditionnel, d'un point de vue européen, de valoriser le développement technique et les innovations intellectuelles que de s'enfermer dans un folklorisme étroit et passéiste. L'âme de la culture européenne, ce ne sont pas les petits objets pyramidaux en terre cuite, les coiffes bretonnes ou je ne sais quel autre symbole traditionnaliste comme le marteau de Thor. Non, c'est bien plutôt la cathédrale de Reims, l'escalier à triple révolution de Château de Chambord, les dessins de Léonard de Vinci, les BD de l'école bruxelloise, pourquoi pas, ou encore les réacteurs d'Ariane 5, comme le rappelle Guillaume Faye. En folklorisant la culture européenne, on la dévalorise en fait. Ensuite, l'archéofuturisme est une vision métamorphique du monde. Projetée dans le futur, les valeurs de l'arché sont réactualisées et transfigurées. Le futur ne doit pas être compris comme la négation de la tradition ou de la mémoire d'un peuple, mais leur métamorphose et partant leur régénération et leur renforcement. Et enfin, l'archéofuturisme est une pensée d'ordre, même si cela écorche les cervelles modernes qui ne jurent que par la fallacieuse éthique individualiste de l'émancipation égalitaire et de l'antidiscipline, qui produit d'ailleurs cette imposture qu'est l'art contemporain, et dont le geste est aujourd'hui inlassablement répété par pur conformisme. En vérité, toute pensée d'ordre est révolutionnaire, et toute révolution vise à restaurer la justesse de l'ordre. Il s'agit pour l'archéofuturiste de se réapproprier ce beau mot de révolution qui a été confisqué et de lui rendre son sens archaïque, son sens premier, de retour à l'ordre juste. Ainsi, pour terminer, je dirais que l'état d'esprit de l'archéofuturiste, c'est, comme le dit Guillaume Faye, de la résistance à la révolution
et de la Révolution à la Renaissance. Voilà, j'espère que cette brève présentation vous a plu et qu'elle vous donnera matière à réflexion. Toute présentation d'un livre aussi riche et foisonnant qu'est l'archéofuturisme étant évidemment trop courte, je ne saurais trop vous conseiller de lire directement le livre et de vous frotter à la prose énergique et vibrante de Guillaume Fay. J'espère en tout cas vous en avoir donné l'envie. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et à m'écrire, à me faire part de vos commentaires. N'hésitez pas également à me dire ce qu'il faudrait améliorer de mon côté, c'est ma toute première vidéo, et je compte en faire d'autres de ce genre en présentant des idées ou des concepts de penseurs que je juge pertinents. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à une prochaine fois j'espère.